mangerons-nous demain? Alors, on a parlé beaucoup de la Vendée, Jean-Michel vous a parlé beaucoup de la Vendée. Une chose qu'il ne vous a pas dit, c'est que la Vendée n'est pas fermée sur elle-même, c'est un territoire ouvert. Et ouvert bien au-delà des limites qu'il vous a données. Quand Jean-Michel m'a demandé un petit peu de préparer ça, quelque chose sur le thème de l'alimentation, m'a demandé qui faire intervenir, je vous dirais, vous avez déjà vu, mais je les accueillerai tout à l'heure. Il m'a demandé de poser un peu les choses, poser quelles seront les questions. Il y a 3 grands défis pour l'agriculture demain. C'est la population à nourrir, c'est le climat, la biodiversité et l'énergie. N'oublions pas l'énergie qui sera un des grands problèmes des décennies à venir. La population. On dit 10 milliards d'habitants à nourrir, on pourra pas. Je dirais que ce n'est pas la première question. La première question, regardez bien ce cercle qui est éclairé. There are more people living in this circle than outside of it. Il y a plus de monde dans ce cercle que dans tout le reste de la planète. Et je peux vous dire que dans ce cercle, 70% des terres sont pas cultivables. Donc c'est un élément dont on doit tenir compte. On aura besoin demain, je pense, de toutes les agricultures, mais je ne vais pas avancer sur le débat, et verrons ça tout à l'heure. Il y aura besoin vraiment de tout pour le faire. Si on se projette en 2050 à peu près, ce cercle va passer à plus de 5 milliards d'habitants, il y aura encore la moitié de l'humanité, un peu plus large parce qu'il y a l'ensemble de l'Asie dedans. Mais la grande différence, c'est que le continent africain, qui est à peu près actuellement à 1 milliard 100 millions, lui va passer à 2 milliards 6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça. Ça veut dire qu'en 2050, c'est 6 à 7 milliards d'humains qui seront urbanisés, qui seront sur un axe entre Tokyo et Lagos, 85% d'humanité sur un axe Tokyo-Lagos, avec la moitié des urbanisés dans des bidonvilles. Donc voilà l'enjeu de la nourriture, comment il va se poser demain. C'est un impondérable, il faudra nourrir ces gens-là, et vous savez que la nourriture est le premier besoin des hommes. On doit en tenir compte au-dessus de beaucoup de choses, peut-être pas de tout, mais au moins de beaucoup de choses. Donc vous voyez, les évolutions des besoins alimentaires, ils seront là. Chez nous, ça va augmenter un peu, c'est pas une bonne chose. Parce que dans le même temps, la population diminue. Ça veut dire qu'on va continuer à se goinfrer encore plus, quoi qu'on en dise. Et être encore plus obèse avec tous les problèmes que ça pose. Le bloc en rouge là-haut va diminuer, mais la population va diminuer. Le bloc asiatique va monter beaucoup, mais surtout, le bloc africain, lui, va augmenter énormément. Mais l'Afrique a des terres pour se nourrir. Donc, si les choses sont faites à peu près comme il faut, je pense que ça sera pas dramatique. Il faudra vraiment qu'il y ait des choses qui évoluent comme il faut pour ça. La biodiversité, il n'y a pas très longtemps, il n'y a pas tant d'années que ça qu'on en parle, c'est un véritable enjeu pour demain. Parce que on dit souvent, on dit beaucoup, tout le monde l'admet plus ou moins maintenant, qu'il faudra travailler avec moins d'intrants, moins de pesticides, mais plus de connaissances. Et cette connaissance nous est en partie apportée par cette biodiversité. Je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est un autre débat, mais c'est un enjeu pour demain. Autre enjeu, c'est l'énergie. Et là, les chiffres qui font réfléchir. En 1970, on consommait chacun 1 tonne 350 d'équivalent pétrole. En 2000, on était passé à 1,5 tonne. En 2030, on sera à près de 2 tonnes. Avec l'évolution de la population, en 60 ans, on aura multiplié par 3 la consommation énergétique sur la planète. La plus grande partie actuellement est d'origine fossile. Là aussi, ça va changer, ça peut être une chance pour l'agriculture. Si on ne fait rien, le résultat, il est là. Il n'y a pas besoin de commenter la photo, vous l'avez vu bien des fois. Je pense qu'ils vont en parler tout à l'heure. Alors pour conclure, l'agriculture, pour tout ça, est-ce que ça sera un problème ou est-ce que ça sera une solution? Bonjour à tous. Vous l'avez vu, le programme est assez ambitieux. Comment nourrir la planète? On va essayer de résoudre ça tous les 3 ici et on aura les solutions dans environ 2 heures. Voilà. Pari tenu. Non, on va peut-être pas commencer avec des objectifs aussi ambitieux. Je voudrais juste en un mot vous expliquer pourquoi j'ai trouvé moi ces thématiques très intéressantes avant qu'on commence le débat. Ça fait à peu près 4 ans que j'écris sur l'agriculture et sur l'alimentation. Et
plus j'avance sur ces thèmes-là, plus je me rends compte que je ne sais pas grand-chose. J'ai dû aller beaucoup contre moi-même, beaucoup contre les idées reçues. Et c'est finalement ce à quoi chacun d'entre nous se retrouve confronté lorsqu'il commence à s'intéresser à ces questions d'alimentation. Et je pense que ça va être intéressant ce soir de bousculer quelques-unes des certitudes que vous avez certainement, que nous avons finalement tous. Peut-être. Peut-être pour commencer, on va demander à Arnaud Daguin de nous expliquer un petit peu comment il en est arrivé à s'intéresser à l'agriculture du vivant, puisque c'est le nom de l'association que vous avez cofondée. Avec l'idée de prendre les thématiques de manière totalement transversale et totalement au ras du sol. Bonsoir à tous et merci de m'accueillir, moi qui suis expert de rien. Juste peut-être du foie gras et du magret, ça c'est possible, parce que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Mais depuis que je suis cuisinier, c'est-à-dire depuis à peu près toujours, il y a une question qui me taraude, qui est toujours la même. Et cette question, je me suis aperçu que quand on l'a tirée comme ça, le fil n'avait pas de fin. Donc cette question, elle est simple. Qu'est-ce qu'un bon produit alimentaire ? Quand on est restaurateur, cuisinier et restaurateur, on se charge de nourrir l'autre. Moi, j'ai fait ça pendant 40 ans de ma vie. Et le métier de restaurateur, je l'ai toujours pris au sérieux, c'est-à-dire au pied de la lettre. Restaurare, en latin, ça veut dire remettre en état. Un bouillon restaurant, au XVIIIe siècle, c'était un bouillon qui était censé vous remettre en état. Et c'est comme ça que les restaurants sont devenus des restaurants. Ils servaient des bouillons restaurants. Restaurare, ça veut dire donc remettre en état quelqu'un qui en a besoin. Et pour ça, il faut la matière première pour le remettre en état. J'ai été élevé par deux pans familiaux très différents. D'un côté, mon père, que sans doute certains d'entre vous connaissent, qui a inventé le magret de canard, l'année de ma naissance d'ailleurs. Et puis, de l'autre côté, mes grands-parents maternels, qui avaient le premier restaurant végétarien de Paris, qui s'appelait La Saladière, avenue des Ternes, en 1956. Mes grands-parents maternels étaient dans ce qu'on appelait à l'époque la macrobiotique, et ils étaient bouddhistes, vous voyez. Et donc, d'un côté, j'avais ce paternel qui était emblématique du foie gras et du canard et de la viande. Et, voilà. Et puis de l'autre côté, ces grands-parents-là qui étaient complètement à l'autre bout du spectre. Alors, c'est vrai que ça fait un peu mal aux adducteurs, mais ce grand écart-là, il est culturellement bienvenu quand on a dans l'idée de comprendre un peu quel est notre rapport à l'alimentation et surtout quel rapport on peut entretenir tous avec ce qui fait notre alimentation, c'est-à-dire l'agriculture. Donc, qu'est-ce qu'un bon produit ? C'est une question qui m'a toujours animé. Et il y a une vingtaine d'années, je commençais à penser, vous savez, quand on fait la cuisine tous les jours, et moi j'ai toujours été cuisinier, hein, j'ai jamais été chef de grande brigade, ça m'a passé très vite. J'ai toujours fait la cuisine chez moi, dans mon petit restaurant à Biarritz, on était deux en cuisine. Et après, dans ma maison d'hôte à Hasparren, j'étais carrément tout seul. Donc, on savait à qui on devait l'étoile au Michelin, parce que je n'avais pas d'employé. Et en fait, quand on fait la cuisine, on a les mains occupées, mais on a la tête qui peut partir quand on maîtrise un peu techniquement, quoi. Qui peut partir et donc qui peut réfléchir, penser à des choses. Et du coup, je me suis posé comme problème comment définir ce qu'est un bon produit alimentaire. Comment faire en sorte que quand je vais acheter quelque chose, le prix que je mets dans ce quelque chose, j'ai l'impression que pour ce prix-là, j'ai la valeur qui va avec. Vous savez que Warren Buffett, qui est un chantre du capitalisme mondial, qui n'est pas un gauchiste reconnu, il a une phrase qui est très connue, qui dit, donc excusez mon anglais, hein, il dit « Price is what you pay and value is what you get ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le prix, c'est ce qu'on paye, et la valeur, c'est ce qu'on a pour ce prix-là. Ça veut surtout dire que ce sont deux choses complètement différentes. Et je me suis aperçu très tôt dans mon métier qu'en fait, une idée de prix n'était pas forcément une idée de valeur. C'était une idée de coût, mais pas forcément une idée de valeur. Alors je me suis dit, la valeur, elle est où ? Est-ce que c'est la valeur gustative seulement ? Alors la valeur gustative, c'est très important dans un produit, parce que de fait, c'est ça qui fait qu'on aura envie de le manger ou pas. Sauf que je me suis aperçu d'un truc aussi, c'est que la valeur gustative d'un produit, d'abord on pouvait intervenir dessus, et de plein de façons.
et que notre industrie agroalimentaire s'en prive pas, et que du coup on peut berner à peu près n'importe qui avec des poudres de perlimpinpin ou des pratiques peu honnêtes parfois. Donc le gustatif en tant que tel et tout seul, ça m'a pas suffi. Donc je me suis tourné vers le nutritionnel. Je me suis dit là quand même, bon, dans ce qu'il y a dans un produit, on va peut-être trouver de la valeur. Et de fait, vous avez des produits qui contiennent absolument ce dont on a besoin et pas autre chose. Et puis vous avez aussi, à l'autre extrême, des produits qui contiennent absolument ce qu'on ne veut pas et très très peu de ce dont on a besoin. Donc je me suis dit peut-être qu'une façon d'évaluer un produit alimentaire, une façon de dire s'il est bon ou pas, c'est de savoir ce qu'il y a dedans. Donc ça m'a occupé pendant quelques temps, mais je me suis vite aperçu que ça ne suffisait pas. Parce qu'en fait, dans ce produit-là, il y avait des choses qui étaient pas incluses dans le produit, mais qui découlaient de ce produit et de sa façon d'être produit. Et donc le mode de production de ce produit avait lui aussi une valeur dans son rapport à notre écosystème en général. Donc c'était plutôt une valeur écologique, là pour le coup. Est-ce que cette carotte, cette patate-là, dans la façon dont elle est produite, est-ce qu'elle nous envoie vers l'enfer ou est-ce qu'elle nous envoie vers la résilience? C'était une autre façon d'envisager le produit, mais les valeurs qui sont dedans. Mais c'était suffisamment intéressant pour que je commence à creuser avec quelques copains ce sujet-là. Et puis je me suis aperçu qu'il y avait une autre famille de valeurs dans ces produits alimentaires. C'était tout ce qui relevait de l'économie, du territoire. On vient d'en parler là à l'instant. Est-ce que la production, est-ce que la mise en marché de ce produit permet à ces producteurs de se projeter, de transmettre ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce que ça nous donne un futur possible d'envisager cette production et cette mise en marché de cette façon-là? Vous voyez bien qu'il y a 3 familles de valeurs comme ça. Je vous mets au défi d'en trouver une seule qui ne rentre pas au moins dans une de ces 3 familles. Et c'est très difficile d'arriver à évaluer un produit sur ces 3 champs à la fois, parce qu'aujourd'hui, on n'en a pas les outils, ou pas assez en tout cas, ou ça coûte très cher. Et donc, on en arrive à une espèce de logique du cap et de la boussole. Et c'est ça que je voudrais poser avec vous ce soir. Et puis, j'aimerais qu'on en parle après de façon complètement ouverte. Le cap et la boussole. Pourquoi? Parce que de quoi avons-nous besoin, nous, Homo sapiens, aujourd'hui, qui allons être 9 milliards sur cette Terre? Qu'est-ce qu'on veut exactement pour durer? On veut pouvoir manger. On s'aperçoit que ce n'est pas seulement une question de quantité, puisqu'aujourd'hui, comme vous le savez sans doute, il y a plus de gens sur Terre qui vont mourir de façon sûre de trop et mal manger que de gens qui vont mourir de faim. C'est déjà trop, hein? Mais on a à peu près 12% de la population de la planète qui est menacée de mourir de faim, et il y en a 18% dont on est sûr qu'ils vont en tout cas mourir ou avoir des pathologies qui sont liées au fait de trop et mal manger. Donc pendant des siècles, on a fonctionné, même pendant des millénaires, et depuis le début du néolithique, on a fonctionné sur une question qui est « combien je mange ?» Et aujourd'hui, le mur civilisationnel que nous avons à passer, c'est celui du « comment je mange ?» Et ça, on n'a pas encore complètement culturellement intégré l'importance de ça. On est tout le temps en train de se dire comment on va nourrir l'humanité. Aujourd'hui, nous produisons sur la planète une biomasse suffisante pour nourrir 12 milliards d'êtres humains. On en jette un tiers, et ce qu'on ne jette pas, on s'en sert pour nourrir des animaux qu'on va manger, de fait, mais qu'on va manger dans une quantité qui est tout à fait inédite par rapport à notre histoire. Donc, la vraie question qu'on a à se poser, à mon sens, pour les années et les décennies qui viennent, c'est comment. C'est pas combien. Et ce comment, il est complètement corrélé à ces 3 familles de valeurs que je vous ai citées jusque-là. Il y a le comment écologique, et donc le climat et la biodiversité, la flotte et le carbone. Il y a le comment nutritionnel, c'est pas de toxiques, et la nutrition dont on a besoin, car ce que tu manges te constitue, ce n'est pas un carburant, ça nous fabrique. Et
il y a la famille des valeurs économiques, transmission, culture C majuscule et territoire. Parce que ce que tu manges dessine ton monde. Et c'est par nos choix, avec notre carte bleue, que chaque fois qu'on va aller acheter quelque chose à manger, qu'on va aller au marché ou qu'on va aller au restaurant, en faisant nos choix, on va voter pour un système ou un autre. Notre avenir dépend de la façon dont nous allons prendre collectivement ces enjeux en main. Que voulons-nous? Quels sont les objectifs que nous devons viser? Comment notre agriculture aujourd'hui peut relever ce défi du comment? Voilà. Christiane Lambert, vous êtes donc présidente de la FNSEA, le principal syndicat agricole en France. Les dernières élections vous ont conforté dans ce rôle-là. Vous représentez une grande part de l'agriculture française, une agriculture qui est diverse. Quand vous entendez Arnaud Daguin parler de ce comment avec ses 3 pieds, si j'ai bien compris, le tabouret à 3 pieds du comment, le comment écologique, le comment nutritionnel et le comment économique, comment est-ce que l'agriculture française, on va commencer par elle, s'inscrit dans ce comment? Est-ce que c'est un objectif qui, pour vous semble partagé? Bonsoir à tous. Bonsoir et merci aux responsables du CERAD pour cette invitation à débattre avec Arnaud Daguin. Merci à vous aussi. Plus que jamais, les Français ont des attentes qualitatives vis-à-vis de leur alimentation. Peut-être un certain nombre d'entre vous ont regardé hier soir l'émission sur la 6, je crois, où il est redit et redit que 53% des Français sont prêts à dépenser un petit peu plus pour leur alimentation s'ils sont sûrs que ça revient aux producteurs. Même en pleine négociation commerciale et avec tout le bruit de fond qu'il y a eu avec certains distributeurs qui ont acheté des pleines pages de pub pour dire « Mon Dieu, c'est affreux, vous allez payer 10% plus cher », il n'y a pas eu le choc psychologique du 1er février où les prix devaient augmenter. Les Français aujourd'hui demandent de la proximité, demandent à être rassurés sur les modes de production. Donc là, on a déjà un C territorial. Et demande également de l'équité, c'est-à-dire un juste retour de valeur aux producteurs. De plus en plus de Français mesurent que même s'ils payent cher, et même sur les produits bio, et Dieu sait si on a vu hier soir des niveaux de marge effrayants, ça ne retourne pas toujours aux producteurs. Donc je trouve que dans la trilogie évoquée par Arnaud Daguin, au-delà du fait qu'il faut que ce soit sain et irréprochable, ce qui est juste normal quand on achète des produits alimentaires, la demande aujourd'hui pour des modes de production respectueux de l'environnement, des produits de proximité, c'est-à-dire qui ont aussi un bénéfice pour la planète en termes d'empreinte carbone, qui ont aussi un bénéfice pour le territoire plus localement, au regard de l'emploi qu'ils génèrent en proximité, des emplois d'ailleurs pour nos familles très souvent, et l'éthique, et jamais il n'y a eu autant de préoccupations. Et moi, je me souviens d'un médecin qui disait, un nutritionniste et médecin qui disait « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. » Pardon, on pourrait dire aujourd'hui « Dis-moi comment tu fais tes courses et où tu fais tes courses, et je te dirai si tu votes ou pas pour telle ou telle agriculture. » Et nous, agriculteurs qui sommes à l'autre bout de la chaîne, au début de la chaîne, nous sommes prêts à produire tout ce que les consommateurs demandent. Si le contrat est honoré jusqu'au bout, c'est-à-dire s'il y a la commande qualitative, mais aussi l'achat qui va avec, et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Parce que le déclaratif qui est « je veux de la proximité, du beau, du sain, etc. », et les supermarchés qui sont le lieu principal de fréquentation le samedi après-midi pour aller pousser le caddie, même si ça change, fait qu'il y a parfois une espèce de déconnexion. Mais la bonne nouvelle, c'est que les Français n'ont jamais été aussi curieux pour leur alimentation, et tant mieux, parce que nous sommes probablement, nous les producteurs et ceux qui transforment nos produits, les plus à même de répondre à leurs attentes. On voit que ce qui vient d'ailleurs, CF, l'événement polonais il n'y a pas longtemps, donne des sueurs froides quand même, hein, parce que c'est loin d'être aussi bien ailleurs. Et il faut absolument qu'on arrive à réussir maintenant, plus que nous ne l'avons fait par le passé, ce rendez-vous entre producteurs et entre clients, consommateurs. Donc ça veut dire que sur l'objectif, vous êtes globalement assez d'accord, moyennant l'inconnu du consommateur qui va ou pas voter avec sa carte bleue. Ce n'est pas vraiment une inconnue. Je pense que
La raison veut que quand il y a de la valeur quelque part, on sache aller la chercher. Le tout, c'est d'être sûr qu'elle y est. Donc voilà. Quels sont les outils que nous avons aujourd'hui pour évaluer ce que nous avons sur le marché? C'est vraiment, pour moi, un point complètement central. Et il faut qu'on progresse là-dessus et qu'on progresse de façon rapide, parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'évaluer sur toute une chaîne avec la transformation et le transport et la mise en marché. C'est très, très difficile d'évaluer un produit comme je viens de le faire en théorie. Et c'est d'ailleurs pour ça, et pas que pour ça, que j'ai cofondé cette association. Parce que là, dans cette association, donc pour une agriculture du vivant, nous avons absolument tous les acteurs des filières qui sont réunis, qui travaillent ensemble. Et donc, on est à peu près capable, en tout cas quand on le prend depuis le sol jusqu'au rayon du supermarché ou jusqu'à l'assiette de la restauration collective, on est absolument capable de tracer et de comprendre le cheminement, et donc on est plus à même d'évaluer. Et je pense que c'est ce réflexe-là que nous devons avoir maintenant de plus en plus, de savoir exactement ce qu'on fait. Alors peut-être, oui, pour compléter, parce qu'on a parlé des 53%, il faut aussi penser aux 47%, pour qui le facteur prix est l'élément déterminant. Et d'ailleurs, le mouvement social que nous connaissons dans notre pays en ce moment, c'est plutôt le fait de personnes qui se plaignent de leur pouvoir d'achat, d'une difficulté de fin de mois. Et bien sûr qu'il faut aussi avoir à l'esprit que l'accessibilité à l'alimentation est quelque chose d'important. Donc, pour ceux qui ont des faibles moyens, et il y en a, il faut être capable de produire une alimentation saine, sécurisée, diversifiée et accessible. C'est-à-dire qu'il faut produire une palette de produits accessibles, plus haut de gamme, montés en gamme, haut de gamme. Les lieux de consommation changent aussi beaucoup. De plus en plus de Français ne mangent pas chez eux, ils mangent à l'extérieur. Et là, quel que soit le pouvoir d'achat, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, la consommation de viande baisse dans les foyers, mais augmente dans la restauration collective, et notamment au restaurant, et notamment grâce aux burgers. Donc il y a une nécessité de regarder cette très très grande diversité de la façon de se nourrir pour être aussi en capacité, en tant que producteur et avec ceux qui transforment nos produits, de répondre à cette très très grande diversité de demandes des personnes. Mes enfants, lorsqu'ils étaient étudiants, ne mangeaient pas comme ils mangent aujourd'hui, jeunes salariés, ou comme ils mangeront dans 10 ans, jeunes cadres ou autres. Au fur et à mesure et dans nos vies, nous avons des modes de consommation différents. Idem entre la semaine et le week-end. On ne mange pas de la même façon. En semaine, c'est plus une alimentation rapide, pratique, le plus souvent. Et le week-end, c'est plutôt le temps de l'alimentation, plaisir, on prend du temps, on prend le temps de cuisiner. Et donc, le regard qu'on porte sur les produits, le produit ingrédient, ce qu'on va préparer pour sa famille ou pour ses amis, a une approche différente. Il arrive qu'en semaine, ce soit sandwich ou pasta box, parce qu'il faut aller vite ou parce qu'on n'est pas dans un lieu où on peut consommer de telle ou telle façon. Et il faut qu'on ait à l'esprit cette très très grande diversité de situations d'alimentation. La restauration hors domicile augmente. C'est aujourd'hui 23% de ce qui est consommé. C'est de plus en plus, c'est important. Et c'est un endroit où le facteur prix est très important, qu'il s'agisse des cantines scolaires, de lycées, l'armée, l'hôpital, bref, tous ces lieux de restauration collective, le scolaire aussi, qui a une part très importante. Le facteur prix et le coût du repas, enfin le coût des ingrédients, est quelque chose qui est négocié de façon très forte, et parfois même d'ailleurs, et on le voit en ce moment, au moment où on parle de mettre 50% de produits locaux, bio et signes de qualité dans les cantines, au même moment, le débat sur l'augmentation du prix du repas fait débat. C'est-à-dire qu'on veut manger mieux et local pour le même prix, voire moins cher. Donc il y a aussi des paradoxes sur lesquels des réflexions comme celle d'Hervé, puis comme celle que pose Arnaud Daguin, doivent aussi amener chacun de nous à s'interroger sur la cohérence. De la même façon, si la viande polonaise rentre, c'est qu'il y a des clients pour l'acheter. Pourquoi l'achètent-ils? Parce qu'elle est 30% moins chère. Donc je pense qu'il faut bien sûr avoir la volonté de répondre à une aspiration indispensable, manger mieux et produire plus et mieux avec moins d'impact, tous impacts sur tous les facteurs cités, la planète, la biodiversité, le climat, les gaz à effet de serre, etc. Mais on ne peut pas s'extraire de ces fragmentations qui sont quand même... On ne peut pas s'extraire, mais on peut les jouer et les regarder un poil différemment. Par exemple, on peut considérer qu'un produit qui a des valeurs et qui devient massivement utilisé, qui a des valeurs nutritionnelles,
eh bien, il nous aide peut-être à économiser sur les frais de santé. Et c'est même à peu près sûr. Et donc, le fait d'avoir un bénéfice externe, comme les frais de santé en moins, peut, de façon indirecte, être reconnu comme un service rendu par ceux qui produisent ce genre de produits. De même, une agriculture qui stocke massivement du carbone, et on peut stocker jusqu'à 1 tonne de carbone hectare par an quand on est dans des techniques qui le permettent, eh bien, c'est un service qu'on rend à la collectivité, puisque de fait, le stockage de carbone, c'est quand même pas rien aujourd'hui quand on sait le besoin qu'on a de l'extraire de notre atmosphère pour le fixer dans le sol. Or, qu'est-ce que mieux que le végétal, c'est faire ça. Et donc, il n'y a aucun problème sur le fait de dire que le service écosystémique stockage carbone peut être à un moment donné, directement ou pas, un outil de rémunération de ceux qui le pratiquent de façon avérée. Un autre exemple, le traitement de l'eau. Quand on suit des pratiques agricoles qui rendent les sols de nouveau poreux, capables d'infiltrer l'eau et de la stocker et de la filtrer jusqu'aux nappes phréatiques, par exemple, quand on n'a plus de semelles de battance et donc plus d'érosion, enfin moins en tout cas, et que les abats d'eau les plus violents sont moins dommageables sur ces surfaces-là, on rend un service à la collectivité. Ce service, il n'est pas rémunéré dans le prix du produit, il peut être rémunéré d'une autre façon. Ce qui pourrait permettre de mettre sur le marché des produits au même prix que des produits, on va dire, moins vertueux, mais en ayant quand même rémunéré le producteur de la bonne façon. Donc ça, c'est une façon de considérer les choses en les retournant, en se retournant aussi en regardant d'une façon différente. Par rapport au sol, là aussi, on pourrait considérer, et c'est amusant parce qu'il y a des travaux là-dessus, notamment à AgroParisTech aujourd'hui avec un jeune chercheur qui s'appelle Alexandre Rambaud, qui est très intéressant et qui fait de la recherche en comptabilité. J'aurais jamais pensé un jour m'intéresser à un chercheur en comptabilité. Et ce jeune homme... Je ne suis pas sûre que quiconque ici... c'est pas un fantasme répandu, c'est la recherche en comptabilité, c'est un truc bon. Voilà, c'est passionnant. Donc lui, il part du principe que la comptabilité, c'est une tentative de représentation du réel. Donc déjà, moi, ça me ravit. Et il dit, par exemple, sur ce qui concerne le foncier, donc le sol agricole, lui, au niveau d'une comptabilité intelligente, il voit pas comment ça pourrait rester un actif de l'entreprise agricole. Pour lui, il faut sortir tout ce qui relève du maintien ou de l'amélioration de l'état du sol des coûts de production. Ça doit se financer autrement. Et je trouve ça très malin. Pas vous ? Je trouve ça très malin. Ça veut dire, Christiane Lambert, que ça interroge complètement le modèle tel qu'il est actuellement. Absolument. Il faut le repenser complètement. Absolument. Avec, dans sa boucle globale, mais bien sûr, on a des enjeux tellement colossaux qu'on ne peut pas se permettre l'économie de ne pas envisager toutes les pistes possibles. Et celles-là en sont quelques-unes. Mais de toute façon, quand on produit aujourd'hui des produits alimentaires, on ne peut plus être rémunéré seulement et en fonction de la façon, du produit tout seul. Je pense qu'il faut qu'on soit tous conscients qu'on vit dans une santé unique, que la santé du sol, celle des plantes, celle des êtres vivants et celle des territoires, c'est absolument la même. Il n'y a pas de différence entre ma santé, ma petite santé. Comment ça va, la petite santé ? Elle va comme le sol, comme les arbres, comme la biodiversité, comme la flotte et comme le carbone. C'est la même. Voilà. Moi, je suis persuadé de ça. On est tous assez surpris d'entendre que les solutions ne sont pas agronomiques, mais aussi comptables, mais culturelles. Qu'est-ce que quand on vous explique ça, que votre rôle d'agriculteur ne va plus être peut-être à l'avenir de juste produire à manger, mais de trouver votre place dans un écosystème qui concerne chacun d'entre nous. Alors déjà, ça doit vous ravir, parce que quand vous êtes arrivé à la tête de la FNSEA, vous avez dit, je m'en rappelle très bien, le jour de votre élection, un de mes buts va être de rapprocher l'agriculture et la société. Finalement, ce que dit Arnaud Daguin n'est pas quelque chose de très différent de ça. Non, mais j'avais signé il y a 7-8 ans un papier qui s'appelait « L'agriculture, c'est bien plus que l'agriculture ». L'agriculture, c'est des territoires. Les Mauges ne seraient pas ce qu'elles sont sans l'agriculture. La Vendée ne serait pas ce qu'elle est sans l'agriculture et l'industrie à la campagne, j'ai compris.
Les paysages du Cantal ne seraient pas ce qu'ils sont, mon département, s'il n'y avait pas plus de vaches que d'habitants. On a une très très grande richesse et une très grande diversité de territoires en France qui doit beaucoup à son agriculture. Et les agriculteurs de tout temps ont su s'adapter sur des territoires parfois plus difficiles. C'est le cas du territoire d'où je viens. C'est un peu le cas du Gers. Vous avez posé pied à terre parce que c'est vallonné, c'est pas si simple que ça. Mais il y a une culture, une histoire, une densité, etc., qui fait que les agriculteurs ont tiré le meilleur du sol, de la gastronomie et de tous ces éléments-là. Et longtemps, mais peut-être plus encore avant que la question du changement climatique ne s'impose à nous tous, et que plus personne ne conteste le changement climatique et tous ses effets, sauf peut-être Donald Trump, mais je crois qu'il est le seul aujourd'hui, plus personne ne conteste qu'il faut raisonner sur des temps longs. Les questions que nous nous posons aujourd'hui, c'est la pérennité du sol et de sa qualité, de la biodiversité et de sa diversité, de l'eau et de sa qualité, de l'air, l'eau, la terre, qui sont les ingrédients pour produire quand on est agriculteur. Ces réflexions de temps long, mes parents n'y étaient pas confrontés. Votre père, cuisinier qui a inventé le magret, non plus. Et nous, notre responsabilité aujourd'hui, c'est d'avoir une vision plus large à 360 degrés pour dire « Je suis agricultrice à Bouillé-Ménard, je cultive 106 hectares qui nourrissent mes porcs, je stocke tous les grains, je stocke toute la paille pour alimenter mes animaux, j'ai reconstitué un cercle vertueux puisque les lisiers fumiers fertilisent les sols, qui nourrissent les porcs, qui fertilisent. » Et donc cette question-là, en zone de polyculture élevage, bien sûr, on y est très sensible et c'est notre quotidien. C'est ce que beaucoup appellent aujourd'hui, avec beaucoup d'emphase, l'économie circulaire, mais qui est pratiquée par l'agriculture depuis pas mal d'années, par la très grande majorité des agriculteurs. Donc, et par contre, aujourd'hui, pour vivre, je vends des porcs charcutiers. Point. Et ce matin, avec mon mari, nous avons sorti 180 porcs charcutiers du bâtiment pour les mettre sur le quai d'embarquement, alors qu'ils sont en train de partir à l'abattoir, et c'est la seule ressource de l'exploitation. Donc le jour où il y aura des rétributions pour prestations de services environnementaux, je dirais banco, et pour vous dire même, et je vais vous surprendre, je ne crois pas vous l'avoir dit Arnaud, à la FNSEA, depuis 2011, j'ai travaillé sur ce sujet, la responsabilité m'avait été confiée par Xavier, et on avait construit un contrat pour prestation de services environnementaux. C'est-à-dire qu'on avait copié ce que fait Munich avec l'agriculture bio autour de la ville, ce que fait Vittel pour avoir de l'eau claire, et ce que font un certain nombre de territoires, sans la puissance publique. Parce qu'il existe aujourd'hui des politiques publiques, il y a la PAC, il y a des politiques françaises, nationales, pardon, mais ce qu'il faut imaginer, c'est que ça puisse se faire sans l'État. Parce que quand l'État met en place des mesures agri-environnementales et climatiques, il met 3 ans pour payer, donc les agriculteurs attendent longtemps. Mais l'idée, c'est davantage dans un territoire comme par exemple ici, qu'est-ce que l'agriculture apporte en termes de qualité, de bocage, des pouvoirs épurateurs des sols, de capture carbone, etc. Et comment on construit des modèles économiques qui permettent de contractualiser. Alors, on l'a déjà fait en Maine-et-Loire, puisqu'en Maine-et-Loire, on a un territoire d'expérimentation. Et on a eu récemment un colloque sur le climat, agriculture et climat, où la Poste, l'entreprise La Poste, qui est un très gros émetteur de gaz à effet de serre, avec tous ces véhicules qui vont livrer le courrier partout, premier détenteur de véhicules au niveau européen, a contractualisé avec des agriculteurs du Maine-et-Loire, via la Chambre d'agriculture, pour payer des agriculteurs qui entretiennent des haies de façon durable, puisque ça capte plus de carbone, et ainsi la Poste compense ses propres émissions. Donc, sans l'État, sans personne, avec l'imagination de la Poste d'une part et des agriculteurs d'autre part, et l'intelligence de comptables de la Chambre d'agriculture qui ont monétisé en quelque sorte ce service rendu, eh bien, nous l'avons fait. J'espère que vous le découvrez en avant ici. Vous verrez qu'on est un territoire d'expérimentation. Et oui, bien sûr, dans la prochaine PAC, cette question des prestations pour services environnementaux est présente, avec toutefois une mise en garde, la complexité de la construction qui pourrait faire peur quand on voit aujourd'hui comment ça se passe. C'est-à-dire que les porcs charcutiers que je vends aujourd'hui, ils sont réglés sur mon compte aujourd'hui par ma coopérative. Le contrat que je signe, pour l'instant avec l'État, si c'est des délais comme ça, c'est pas simple. Si c'est avec des privés, des acteurs de territoire, des élus, des collectivités, mais aussi des privés, eh bien, il y a à négocier tout cela. Mais ça suppose un partage d'objectifs avec la société. C'est exactement ça. Ça suppose faut le partage d'objectifs. Est-ce que ma présence sur le territoire rend service au territoire au-delà de la seule production alimentaire
Et comment je mesure en temps réel si je suis en train de faire ça ou si j'y vais pas, quoi. C'est vraiment le cap et la boussole. Hein. C'est est-ce qu'on est d'accord sur les objectifs qu'on vise, et ensuite est-ce qu'on sait en temps réel si on y va ou si on va à côté. C'est tout notre problème aujourd'hui. C'est exactement ce qu'on a à travailler ensemble, tous, avec la recherche, avec les sciences, et toute obédience agricole confondue. Je pense qu'on n'a plus le temps de s'engueuler sur les moyens. Il faut vraiment qu'on se mette d'accord sur les résultats. Des moyens, il y en a. Et à mon avis, le plus gros des difficultés ne va pas être dans le fait de faire émerger les nouveaux systèmes plus vertueux. Le gros de nos difficultés, ça va être de faire le deuil du vieux monde. Celui qui continue à tourner, qui continue à nourrir du monde, qui continue à faire des emplois, qui continue à vendre énormément de chimie, à vendre de la mécanique et des choses qui rendent pétrodépendants. Et ce monde-là, il faut qu'on soit absolument capable de montrer que ce qu'on fait émerger est capable de compenser sa perte. Et ça va être compliqué. Et ça l'est déjà. On voit bien, enfin moi je suis vraiment dedans, et on voit bien que c'est très compliqué et qu'on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. C'est juste pas possible. On ne peut pas considérer le monde existant comme devant être un monde terminé et remplacé par autre chose. Il faut faire une transition la plus douce possible, la plus moelleuse possible, j'allais dire, mais qui ne va pas aller sans destruction de valeur de toute façon. Et il faut que ça soit compensé. C'est ça la grosse difficulté, à mon sens, que nous avons devant nous. Il y a ça, et il y a aussi le fait que, là je vais peut-être heurter certains d'entre vous, mais bon, c'est pas grave, j'ai l'habitude avec ce sujet-là. Il faut qu'on comprenne qu'en fait, il n'y a jamais eu d'âge d'or de l'agriculture. Le néolithique en soi est une défaite pour l'être humain, pour Homo sapiens. Le fait que nous soyons devenus ce que nous sommes, c'est-à-dire des civilisations de production, ce n'est pas une révolution, c'est une involution. On a eu à répondre à un défi à un moment donné, et ce défi, il venait de notre spécificité à nous, Homo sapiens, sapiens. Et cette spécificité, elle n'est pas très glorieuse. Ce qui nous différenciait de toutes les autres familles Homo présentes sur le globe quand nous sommes apparus, il y a 250 000 ans, c'est notre incapacité à être conscients de la limite de nos ressources et donc la façon dont nous nous reproduisons par rapport aux autres familles de Homo, par rapport aux grands primates et par rapport aux gros mammifères. Nous, les humains, on se reproduit en stratégie R, c'est la stratégie des petits mammifères. C'est les mammifères qui font des petits dès qu'ils peuvent. Alors que tous les gros mammifères et tous les grands primates se reproduisent en stratégie K, qui est je fais un petit, je l'élève et après peut-être j'en fais un autre. Un orang-outan fait un petit tous les 7 ans. Un éléphant fait un petit tous les 12 ans. Nous, on fait les petits tous les 9 mois, depuis le début. Donc, ce qui nous a poussés au néolithique, c'est d'abord ça. C'est cette incapacité à réguler notre population en fonction de la limite de nos ressources. Il y a 35 000 ans, quand Homo sapiens, ça c'est pas moi qui le dis, c'est la plupart de nos paléoanthropologues d'aujourd'hui, hein. Il y a 35 000 ans, quand Homo sapiens arrive sur un territoire, sur la Pangée, sur le globe, où que ce soit, 1000 ans après son arrivée, 1000 ans au maximum, il y a 2 effets collatéraux. Un, il n'y a plus une seule grosse bestiole, on les a toutes bouffées. 2, il n'y a plus aucun représentant des autres familles Homo. Qu'est-ce qu'on en a fait? J'en sais rien. Mais les 2 effets, c'est cela. Et à un moment donné, on ne peut plus se permettre d'être seulement préleveur. Et nous sommes condamnés à produire. Produire, c'est rester, c'est s'arrêter. Produire, c'est stocker. C'est donc défendre. Ça veut dire le début des civilisations. Alors, après, bon, vous n'êtes pas obligé de partager cette vision avec moi, mais elle nous permet de comprendre le démarrage de cette guerre au vivant que nous faisons depuis que l'homme ne peut plus juste prélever,
Nous faisons la guerre aux vivants en permanence dans notre agriculture, et notamment en accélérant par des facteurs incroyables l'érosion naturelle des sols, Arnaud, quand ils sont en pente. Est-ce que je peux raconter comment je suis tombée de mon siège dans le train? Je vous en prie. Je discutais, on va faire les coulisses, je suis arrivée avec Arnaud Daguin, et il m'a dit, ça fait 25 000 ans que l'homme fait de l'agriculture bio en fabriquant du désert. Et là, je lui ai dit, pardon? 24 850 ans. D'accord. Et il m'a dit, le croissant fertile, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Comment il est aujourd'hui? Plus très fertile. Voilà, c'était peut-être pour vous donner le temps de boire un petit coup et de repartir sur le désert. Je veux pas être trop lourd avec ça, mais moi, ça m'a beaucoup aidé à comprendre en fait notre destinée en tant qu'humains. Et le défi que nous avons aujourd'hui ressemble beaucoup au défi que nous avons eu il y a 25 000 ans. C'est la même nature de défi civilisationnel. Voilà, nous avons, depuis 25 000 ans, fait une agriculture qui, bon an, mal an, fabrique du désert. C'est la phrase de Chateaubriand que vous connaissez tous. Les forêts précèdent les hommes, les déserts les suivent. Si vous allez dans le Péloponnèse ou dans le croissant fertile aujourd'hui, ou même du côté de Montpellier, vous avez des sols super maigres sur du caillou. Et vous vous dites, ah, c'est normal, c'est le régime méditerranéen, il fait chaud, ça. Ben non, pas du tout, c'est 3000 ans d'agriculture. Voilà, 3000 ans d'agriculture, caillou. C'est comme ça. Et le simple fait de le comprendre, de vraiment maintenant envisager une agriculture qui ne fait plus la guerre aux vivants de cette façon-là, mais qui travaille avec le vivant, c'est un pas civilisationnel. C'est pas une petite réformounette de l'agriculture. C'est un pivot complet et culturel de notre espèce, et on a besoin de ce pivot. Il y a énormément de pays où on a compris ça aujourd'hui, où on fait de l'agriculture de conservation, de l'agriculture régénérative, de l'agriculture du vivant. Voilà. Et c'est ça que je voulais vous dire, entre autres choses, c'est que notre avenir sur Terre et la façon dont nous pourrons nous nourrir, même quand nous serons 9 milliards, elle dépend de notre capacité à transformer l'entièreté de notre agriculture en agriculture avec le vivant et plus contre lui. Christiane Lambert, est-ce que le monde agricole a, d'une part, saisi l'enjeu de ne plus fabriquer du désert avec l'agriculture, et d'autre part, est-ce qu'il est prêt et en état actuellement de l'affronter et de faire cette révolution? Alors, je ne sais pas comment on peut dire, est-ce que c'est la deuxième révolution agricole? Alors, je ne serai pas aussi lyrique que Arnaud Daguin. Moi qui suis un homo sapiens qui ne fait pas un petit tous les 9 mois, mais 3 en 10 ans, ça doit être correct, vous me direz à la fin. C'est vrai que la différence entre les premiers hommes dont vous parlez, ceux qui ont fait d'abord la culture, la chasse, la cueillette, puis la sédentarisation, puis l'agriculture, qui quand même ce qui a marqué notre histoire, avec cette relation, cette coévolution avec les animaux aussi, pour faire d'animaux sauvages des animaux domestiqués, puis des troupeaux, puis des animaux élevés. La différence entre cette période-là et aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une capacité de quantifier, nous avons une capacité de calculer, nous avons des indicateurs, nous avons des algorithmes, nous avons même aujourd'hui du géopositionnement satellitaire qui nous permet de mieux connaître. Mais tout cela, ce sont des outils. Ce qu'il faut, c'est dans la tête décompacter certains cerveaux et certains raisonnements et peut-être changer certaines habitudes vis-à-vis de questions que nous ne nous posions pas. J'ai eu la chance de côtoyer pendant plusieurs années Michel Griffon, que vous connaissez certainement, qui est un grand scientifique, enfin qui est quelqu'un passionnant, qui a été président de l'association Agriculture écologiquement intensive, qui avait son siège à Angers. Et j'avais la chance d'être sa vice-présidente, et c'était un puits de science. Et nous avions aussi des adeptes des vers de terre avec Philippe Pastoureau de la Sarthe et d'autres. Et avec lui, nous avons essayé de voir comment, aujourd'hui, on pouvait être agriculteur avec des enjeux économiques, ne l'oublions pas, des enjeux d'équilibre des comptes. On parlait de la comptabilité, mais il faut les connaître, il faut les équilibrer, mais en ayant à l'esprit qu'il faut raisonner sur du temps long par rapport au sol, par rapport à la biodiversité, par rapport à la qualité de l'eau et par rapport à toutes les conséquences de l'acte de production. C'était pas vrai il y a 50 ans. C'était pas vrai il y a 40 ans.
Quand on regarde l'évolution des politiques publiques, c'est dans les années 1980 qu'on a commencé à parler, je m'installais en 1980, et on parlait d'OGAF, d'opérations groupées d'aménagement foncier, pour justement faire le constat qu'il y avait certaines zones denses en agriculteurs et d'autres moins denses, comment aider les zones moins denses, qu'il y avait une certaine déprise en zone de montagne, comment soutenir ces zones-là, qu'il y avait aussi des opérations pour accompagner des changements de pratiques des agriculteurs, mais c'était des balbutiements. Aujourd'hui, il y a une accélération parce que, alors, vous êtes ici dans le Maine-et-Loire, on n'a pas ici des sols appauvris comme on peut en trouver ailleurs, parce que polyculture élevage extrêmement dominante, mais il y a certains sols qui ont eu un affaiblissement fort de leur complexe argilo-humique, on a tous appris ça à l'école, et qui, parce que c'est seulement de la culture, n'ont pas la richesse, la possibilité d'être enrichis en matière organique. Donc aujourd'hui, la prise de conscience est là, nous avons les outils. De plus en plus d'agriculteurs en sont conscients. Avant, quand on faisait une formation sur l'agriculture de conservation des sols, on avait 7, 8, 10 personnes. Aujourd'hui, quand Sarah Singla de la PAD ou quand Frédéric Thomas de Base fait une conférence, il y a salle comble et voire même il y a 500 personnes. Alors, je vais sonner un temps mort technique. Agriculture de conservation des sols. Il va falloir faire un petit point parce que je pense qu'on a perdu une partie de la salle. Une partie d'entre vous sont, je pense, agriculteurs et savent de quoi on parle, même si on est ici en zone de polyculture élevage et que ça n'est peut-être pas le mode de production dominant. Qu'est-ce que c'est que l'agriculture de conservation des sols et quelles sont ses vertus? Et pourquoi est-ce que ça répond en partie à votre question de ne pas fabriquer du désert? Je demande pardon à tous ceux qui sont férus d'agronomie là pour les choses que je vais dire très platement. On va dire agriculture de conservation des sols pour les nuls. Je m'inclus. L'agriculture de conservation des sols, c'est d'abord l'agriculture qui ne les détruit pas, puisqu'elle les conserve. Donc ça veut dire que, en gros, c'est une agriculture qui tient à garder la cohérence de ce complexe argilo-humique, donc de cette surface, cet horizon qui est celui sur lequel nous nous nourrissons. Et donc c'est une agriculture qui évite le plus possible le travail du sol, c'est-à-dire le labour profond notamment, et qui se sert de la biodiversité comme moteur de la fertilité. Et donc des vers de terre comme laboureurs, par exemple, qui rendent le sol justement poreux et capable d'infiltrer et de filtrer de l'eau. L'agriculture de conservation des sols, c'est l'agriculture qui stocke de la matière organique dans les sols. Ça veut dire que la biomasse qui est créée dans cette agriculture-là, grosso modo, elle a 3 usages quand tout se passe bien. Le premier usage d'une partie de cette biomasse, c'est de nous nourrir à nous et à nos animaux. Le deuxième usage d'une deuxième partie de cette biomasse, c'est de nourrir le sol qui a besoin d'être nourri. Paradoxalement, vous savez que c'est la plante qui fait le sol et pas le sol qui fait la plante. Et donc, il y a une partie de cette biomasse produite qui a besoin de revenir dans le sol pour le nourrir. Et éventuellement, une troisième partie qui peut faire des biomatériaux ou de l'énergie. Ça veut dire qu'on est sur une agriculture qui a compris son rôle global, qui est capable à la fois de nous nourrir, à la fois de régénérer ces sols, et quelquefois, en plus, de nous fabriquer du biomatériau ou de l'énergie via méthanisation, via ce qu'on veut. Voilà, c'est ça, une agriculture de conservation. En France, c'est, je parle sous votre contrôle, à peu près 7% des surfaces. Un peu moins. Un peu moins. Un peu moins, on dit que c'est 5%. C'est 5% des sols, mais ce qui est très intéressant, c'est que de plus en plus d'agriculteurs s'y intéressent et le font partiellement dans leurs exploitations. Dans notre exploitation, tous les sols ne s'y prêtent pas. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas être jusqu'au boutiste en disant je transforme tout. D'abord parce que le grand intérêt, le temps de transition c'est qu'il n'y a pas de dogme là. Exactement. Et on est sur des objectifs et des résultats espérés ou des résultats souhaités. Et donc il n'y a pas de dogme sur les moyens. C'est pour ça que on peut trouver en agriculture de conservation, en agriculture du vivant, des gens qui sont déjà en bio, des gens qui sont des viticulteurs en biodynamie. On peut trouver des gens qui sont dans du conventionnel, le plus conventionnel, des gens qui sont en agroforesterie depuis longtemps. On peut trouver de tout, des gros, des petits, des moyens, des de droite, des de gauche. C'est pas le problème. Le problème, le seul souci, la seule vision qu'ont tous ces gens en commun, c'est la durée de notre espèce, et donc c'est la capitalisation sur la fertilité. Techniquement, ça veut dire, si je peux me permettre d'ajouter ça pour que
C'est un petit point peut-être qu'on ne laisse jamais le sol tout nu. Exactement. Il est habillé en permanence d'un couvert végétal. Le soleil tape toujours sur quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, la photosynthèse est là en permanence. Le soleil tape pour produire et non pas pour stériliser. Quand vous avez un sol absolument nu, le soleil stérilise. Quand il y a un sol avec un couvert végétal dessus, le soleil fait pousser. C'est quand même la seule énergie gratos qu'on ait encore et dont on peut se servir tous les jours. Alors, c'est vrai que cette question, souvent c'est présenté comme l'alpha ou l'oméga, c'est-à-dire le bien, le mal, etc. Donc, loin de nous cette idée, en tout cas pas moi et pas vous, et c'est bien. On est dans un pays où on a très souvent des gens qui essayent de mettre les gens dans des tiroirs ou dans des placards. Les gentils, les méchants, les bons, les mauvais. On aime bien les querelles aussi, on aime bien se foutre sur la gueule. Moi, je déteste ça. Les solutions très simples à des questions très complexes. Oui, mais ce qui est très intéressant aussi, c'est quand on raisonne à l'échelle France, à l'échelle Maine-et-Loire, à l'échelle France, si on va dans un département comme Lyon, on va se choisir assez loin, comme ça, personne ne connaît personne dans Lyon et n'ira lui répéter. Quand on va dans Lyon ou en Côte d'Or, dans des exploitations extrêmement caillouteuses et où l'élevage a été arrêté depuis extrêmement longtemps, oui, c'est vrai, il y a un appauvrissement. Et si dans ces régions-là, il y a une volonté de reconstruire de la matière organique, à part la biomasse, il n'y a pas d'autre solution. D'où l'importance. C'est-à-dire que ça ne peut pas être des déjections animales qui vont venir compenser. Non. Il n'y en aura pas assez. Ou alors, il faut organiser des échanges. Mais ça existe aussi. Hein. Ouais, c'est une autre des options. Vous savez bien que c'est la plante qui va faire le sol, comme d'habitude. Alors, Michel Griffon disait, en France, nous n'utilisons que 60 à 70% de la capacité photosynthétique du soleil. C'est-à-dire que le soleil se lève pour tout le monde le matin. Le soleil peut briller pour toutes les plantes et peut faire pousser énormément et partout, mais nous laissons quand même 40% nus ou sans production. Il y a eu des progrès du sol, de la surface agricole nue et sans production. Voilà. Alors les choses ont changé depuis que la directive nitrate, c'est-à-dire la réglementation, a imposé, c'est le cas ici, a interdit d'avoir des sols nus en hiver, essentiellement pour lutter contre l'érosion, mais surtout pour pomper l'azote, les nitrates dans les sols et éviter que les nitrates non consommés lessivent vers les nappes phréatiques et polluent l'eau. On est ici dans une zone d'élevage, de polyculture élevage semi-intensif ou intensif. On a, dans les années 2010, 11, 12, failli basculer en zone d'excédent structurel. Pour se soigner, on est allé voir en Côte d'Armor ce qui se passait. Je vois Jean-François Sébron, l'ancien président de la Chambre d'agriculture, qui s'en rappelle. Et on est allé voir ce qui se passe là-bas et on s'est dit surtout jamais ça. Et donc, volontairement, ici, on a pris les choses en main et on s'est dit, on va baisser la pression azotée, on va rationaliser les cheptels et on va éviter de basculer en zone d'excédent structurel. Parce que quand on est en zone d'excédent structurel, il n'y a plus de possibilité d'installation de jeunes agriculteurs parce qu'il y a une pression sur le foncier. Il y a des coûts de gestion des effluents très coûteux pour les agriculteurs, donc ça grève la compétitivité des exploitations, ça fait des coûts supplémentaires et on ne vend pas nos produits plus chers, donc on est pénalisé. Donc on a pris cette initiative-là. Donc ici, on n'a quasi plus de sol non couvert. Et l'avantage de ces cultures intermédiaires pièges à nitrate, les sipons, que certains appellent d'ailleurs des cultures de fertilisation, je trouve que le mot est bien choisi. C'est pas mal, oui. Et au début, quand on les a rendus obligatoires, certains disaient « Oui, mais ça coûte 80 € par hectare, etc. etc. » Et nous, on a pris notre bâton pèlerin pour dire « Oui, mais tu t'y retrouves par rapport à la structure du sol, à l'azote capté, à ce que ça amène à la culture d'après. » C'était les balbutiements, en quelque sorte, de ce que vous appelez, vous, l'agriculture du vivant, qui est très intéressant à approfondir, ce que Faber de Danone appelle l'agriculture régénératrice. C'est le nom qu'on lui donne aux États-Unis. Ça doit être cousin germain. Mais ce que je veux témoigner, c'est qu'aujourd'hui, à la tête de la FNSEA, je vois de plus en plus d'agriculteurs complètement convaincus que c'est une évolution incontournable. Absolument. Après, la question, c'est la transition, le temps de transition et l'accompagnement. Oui, bien sûr. L'accompagnement en intelligence, Hervé Pillot l'a dit, certains ont besoin de se former. Mais c'est pour ça que le soutien des groupes de l'aval est absolument nécessaire. Vous trouverez donc chez nous des groupes industriels comme Danone, comme Accor, comme Flunch, comme Système U, des gens qui sont intéressés par ces valeurs capables d'être portées par une agriculture et qui ont compris, eux, l'importance du temps long et donc qui ne sont pas dans une démarche de vouloir se valoriser tout de suite avec des produits estampillés, avec un label sur les rayons. Ils ont compris pendant quelques années,
La seule chose qu'ils pourraient dire, c'est qu'ils œuvrent avec nous pour valoriser ceux qui seront issus, les produits qui seront issus de ces pratiques-là. Et c'est très important qu'on sente ce soutien-là. Ce qui est très important aussi, c'est que les paysans travaillent en groupe et avancent techniquement, jamais tout seuls. Et j'ajoute qu'on le fait de plus en plus. Et alors c'est vrai que quand on parle de UF, lunch, etc., pour certains c'est le diable. N'empêche que ce sont nos clients, nos acheteurs, et que on a l'habitude de penser qu'ils ont un peu plus de moyens et d'argent que nous. Je pense qu'on se compte pas trop quand même. Oui, je pense qu'ils en ont. Oui. S'ils vous en donnent un peu, c'est qu'ils en ont beaucoup. Oui. Je pense qu'ils n'en ont pas assez. Mais... Et l'important, c'est qu'ils accompagnent la mutation, mais qu'on puisse aussi, avec des acteurs agricoles, tenir le crayon, en quelque sorte, du cahier des charges qui va être fait, s'il y a un cahier des charges. Justement, le truc, c'est qu'en fait, il n'y a pas de cahier des charges, il y a des objectifs et des cahiers de propositions. Voilà. Et donc, l'idée, c'est, dans un temps donné et dans une graduation absolument tenue, c'est d'aller d'un point A à un point B, chaque fois dans son cas particulier, en se servant de ces cahiers de propositions pour obtenir ces résultats. C'est la démarche, c'est l'inverse de l'obligation de moyenne de l'agriculture biologique, par exemple, qui interdit quelque chose, mais qui n'est pas garante qu'on va obtenir le résultat ni les rendements. Ce que je veux dire, c'est que tous ceux qui sont rentrés dans ces pratiques-là, en production aujourd'hui, il n'y en a aucun qui soit revenu en arrière. Pourquoi ? En grande partie parce que, et ça on peut le comprendre sans être producteur ni même économiste, dans des pratiques comme celle-là, les coûts de production finissent par baisser très sensiblement parce qu'on est de moins en moins addict au pétrole et à la chimie, on achète de moins en moins d'intrants, on a de moins en moins de passages mécaniques et donc ça coûte de moins en moins cher finalement. Et les rendements, s'ils baissent un peu au début, remontent gentiment et ensuite sont au moins équivalents à ceux que sont ceux du conventionnel aujourd'hui, voire plus important selon les territoires. Et ça, c'est un constat que l'on fait chaque fois. Il n'y a pas un seul paysan qui soit rentré dans des pratiques d'agriculture de régénération, comme ça, ou du vivant, qui soit revenu en arrière. J'en connais pas, et si vous en connaissez, dites-le moi. C'est une évidence à partir d'un moment, et surtout, il y a tellement de bénéfices induits dans tous les compartiments du jeu que ça devient carrément presque moralement rémunérateur, quoi. La seule chose qui leur manque aujourd'hui à ces producteurs-là, c'est que, comme ils sont ni en bio, ni en ceci, ni en cela, eh bien leurs produits sont mélangés aux autres au sein des coopératives et tout ça. Et donc, il faut absolument qu'on arrive à structurer des filières qui identifient et qui valorisent les produits de l'agriculture du vivant. C'est le boulot que nous faisons dans l'association. Ça fait partie des 3 tâches qu'on s'est données. Il y a une tâche agronomique qui est celle de consolider les savoirs pour pouvoir les transmettre et les proposer en cahier de proposition. Il y a une tâche qui est celle de la structuration économique des filières, qui permet d'identifier, de valoriser ces produits à travers des filières jusqu'au bout. Et il y a une tâche qui est plutôt celle qui m'est dévolue au sein du groupe, qui est celle de l'acculturation générale du plus grand nombre sur les véritables enjeux de l'agriculture, en essayant de se passer des querelles imbéciles, glyphosate tout de suite ou pas tout de suite, dans 2 ans ou dans 3 ans, qui sont posées par des gens qui n'ont aucune conscience de la réalité de l'agriculture dans notre pays. C'est très facile de dire, tiens, il faut interdire toute la chimie demain matin, mais c'est complètement con, excusez-moi, mais c'est vraiment faire preuve d'une inculture noire, quoi. Il faut comprendre dans quel merdier on est pour pouvoir commencer à s'en sortir de la bonne façon. Et c'est ça qui est très important aujourd'hui. Il faut que culturellement, on soit tous au courant de tout ça. On vous entend, c'est convaincant, c'est même assez enthousiasmant pour un monde agricole qui a beaucoup souffert ces dernières années, qui se sont quand même un peu relégués. Christiane Lambert, qu'est-ce qui freine encore, qu'est-ce qui bloque encore pour que cette bascule se fasse? Est-ce que les raisons sont financières? Est-ce qu'elles sont sociologiques? Est-ce qu'elles sont dans la valorisation des produits? Qu'est-ce qui fait que le monde agricole est au bord de son changement? Il l'appréhende quand même avec un peu à la fois de l'envie et de la peur, si je peux résumer comme ça. Moi, je suis pas normande, mais je vais vous dire, ça dépend.
Merci. Vous êtes normande? Non, pas du tout. Enfin, si, un quart, mais bon, je ne me sens pas visée. Ça dépend. Alors, déjà, bon, vous l'avez dit, il y a des situations économiques qui vont pas bien. Il y a des situations économiques qui vont très mal. Mais Dieu merci, il y a des situations économiques qui vont mieux. Et quand on regarde la télévision qui prépare, enfin les émissions de télé, les chaînes qui préparent le salon de l'agriculture, ils cherchent à la fois les trucs super bien, beaux, originaux, qui vont super bien. Et ils parlent aussi beaucoup de tout ce qui va mal. Et la difficulté quand on est responsable professionnel et dans une organisation qui a 230 000 adhérents, c'est de parler de tout le monde et pour tout le monde. Donc dans ma profession, il y a des gens qui vont bien, d'autres qui vont pas bien. Il y a des gens qui s'accrochent pour changer, puis il y a des gens qui décrochent et il faut qu'on ait des solutions pour tous. En tout cas, c'est ce à quoi on s'attache. Donc je parle avec discernement de différentes catégories de population. Évidemment, quand les gens sont en difficulté économique, c'est plus difficile de se mettre en projection et en transition. Certaines transitions coûtent, d'autres ne coûtent pas. Parfois, il faut investir, parfois, il ne faut pas investir, mais certains changements nécessitent de se former puis d'être plus zen que quand on est assis sur un petit réchaud, comme par exemple en ce moment avec du porc à 1,17 €, ou avec des gibets, des jeunes bovins, pardon, à 3,80 €. Voilà, là, c'est moins facile. Bon, j'espère que la conjoncture va se stabiliser pour différentes productions. J'espère que les États généraux de l'alimentation qui ont tout fait pour justement qu'on ait un retour de valeur, j'adore ce mot, aux producteurs, puissent ramener quelques centimes. J'espère que ça ne se fera pas sur du vent, parce qu'on voit en ce moment quelques affirmations un petit peu légères de la part de certains distributeurs. Mais ces éléments, et puis une ambiance professionnelle départementale que nous avons ici dans le Maine-et-Loire, en Pays de la Loire globalement, puisque nous, on a travaillé sur la TRIA, la troisième révolution industrielle et agricole, mettant en avant que par rapport aux enjeux et toute la théorie de Jeremy Rifkin que vous devez connaître, de la rareté de l'énergie, l'agriculture est capable de produire de l'alimentation, mais aussi de l'énergie, et y compris de l'énergie qu'on peut vendre au boulanger d'à côté, pas seulement pour chauffer la piscine, la cantine et l'hôpital, mais aussi avec d'autres acteurs économiques. Donc oui, les agriculteurs s'y intéressent plus que jamais, et il y a beaucoup de petits pas qui sont faits, alors que pour passer à la télé et pour qu'on parle de nous, il faut faire des grands pas, il faut être révolutionnaire, etc. Donc moi, je peux attester, connaissant bien l'agriculture française, et puis je viens de faire un grand tour de France pour la campagne Champ d'agriculture en allant dans 40 départements sur les 4 derniers mois, donc ça permet de voir du monde et de voir que c'est en train de changer. Je peux attester que c'est vraiment en train de changer dans mon organisation, avec tous les gens que j'ai rencontrés, dans d'autres organisations aussi. Je vous le confirme. Oui, ça change. Et s'il y avait un tant soit peu, dans certaines émissions de télé ou de la part de certains journalistes écrits, un petit peu plus de reconnaissance, ça serait un carburant formidable pour encourager un peu plus les agriculteurs à en faire davantage. Alors Dieu merci, ça vient, Dieu merci, il y a des journalistes qui osent ne pas broyer que du noir ou ne pas demander à leurs invités la première question, est-ce que tu veux faire le glyphotest? Comme ça vous verrez de qui je parle. Voilà, il y a des journalistes aujourd'hui qui ont une approche un peu plus équilibrée. Alors ça change, mais on ira d'autant plus vite que l'objectif sera lisible et qu'il y aura une rentabilité au bout. Je crois qu'il faut aussi se dire les choses. Le niveau de revenu des agriculteurs aujourd'hui fait qu'on ne peut pas prendre de risques inconsidérés. Vous disiez tout à l'heure, au début ça baisse puis ça repart. Moi j'ai mémoire de Philippe Pastoureau, qui est un adepte des vers de terre de la Sarthe. Il nous a montré ces chiffres. Eh bien, quand on voit sur les 3 premières années de passage en non-labour, ça descend. Année 1, ça descend. Je continue. Année 2, ça descend. Je continue si je peux. Mais voilà. Parce que ça descend encore en année 3, et là, il faut être costaud, accompagné, solide financièrement, ou accompagné autrement. Mais ça c'est donc, maintenant modélisé quand même. Alors, voilà. On sait où on va, et on sait ce que ça coûte quelque part. On sait le financer aussi, hein. Et c'est là où il faudra que les Nestlé, Flunch et ceux que vous avez cités, je ne sais pas si Nestlé y est d'ailleurs, je crois que oui, que les Flunch et ceux que vous avez cités nous accompagnent aussi pour ces transitions. Ils ne peuvent pas dire faites ci, faites ça, mais faites-le sur vos propres épaules. Non, surtout que ce n'est pas eux qui vont dire quoi que ce soit, parce qu'en fait, les objectifs, c'est des objectifs qui sont sur l'agricole en soi. Hein, on n'a pas de directives qui viennent des groupes de Laval. Alors ça, c'est quelque chose de très important. Dans ce que dit Arnaud, je crois qu'il faut le partager. Aujourd'hui, la personne qui inspire confiance dans la chaîne alimentaire,
c'est l'agriculteur. Absolument. 79% de la confiance, agriculteur. Industriel, 34%. Distributeur, 10%. Politique, 5%. Donc, Journaliste, 2%. le capital sympathie et le capital confiance, il est chez l'agriculteur. Pourquoi croyez-vous que M. Danone a mis la tête du producteur de lait sur son pot de yaourt? Évidemment. Non, mais... Parce que les communicants, dont c'est le métier, ont dit franchement, si le gars accepte de mettre sa tête sur le pot de yaourt ou sa tête sur la barquette de côte de porc, c'est vraiment qu'il est sûr de son produit. Il ne va quand même pas mettre sa tête s'il fait n'importe quoi chez lui. Et puis ceux qui ont fait venez vérifier, même si quand on est allé vérifier chez Fleury Michon, pardon pour les Vendéens, on a parfois trouvé des choses un petit peu compliquées à expliquer. Bon, je ne vais pas m'étendre là. Mais la garantie, c'est le producteur. Mais l'empreinte carbone de l'Actimel, 60%, c'est dans la ferme. C'est-à-dire que le reste, l'industrie a fait ses évolutions, a réduit son empreinte, etc. Nous avons aussi un impact à appréhender, à quantifier et à améliorer. Parce et peut-être des pratiques à faire évoluer. Exactement. Et l'agriculture, alors la phrase d'Hervé, c'était solution ou problème. Mais l'agriculture est solution, y compris par rapport au changement climatique. Oui, nous sommes coupables. Nous sommes coupables, nous sommes responsables de 18% des émissions de gaz à effet de serre. Donc nous sommes victimes parce que notre usine n'a pas de toit, hein. Nous on travaille à ciel ouvert. Sûr, donc quand on se prend les inondations, la sécheresse, la canicule et tout ça la même année, ça fait mal dans un compte d'exploitation. Enfin en tout cas ça fait mal sur la terre, mais ça fait mal aussi dans le compte d'exploitation. Donc responsable, victime et solution. Qui capte le carbone? Absolument. Ici ça capte 0 carbone. Là non plus d'ailleurs, l'asphalte dehors non plus. Par contre, nos prairies, nos champs de maïs, nos forêts captent des tonnes et des tonnes. Et personne d'autre que l'agriculture le fait. Jusqu'à maintenant, on l'a fait gratuitement. Mais on n'est pas si fou que ça. Maintenant, on va le quantifier puis on va le faire payer. Exactement. Qui produit de la biomasse? C'est une partie des solutions. De la biomasse qu'on est capable de donner à d'autres. Et là, je suis comptable des intérêts de l'agriculture. Quand on donne de la biomasse pour isoler les maisons, pour faire l'intérieur des voitures, pour faire de la chimie verte, pour faire votre shampoing, pour faire la lessive, etc., moi, je souhaite que ça soit comptabilisé à l'actif de l'agriculture. Bien sûr. Et oui, mais enfin, pour vous, c'est évident. Mais je peux vous dire que pour siéger au comité d'économie verte, c'est un truc de gens savants et intelligents. Alors, il y a plein de gens qui bossent sur comment fiscaliser l'écologie. Ça, c'est un truc... Ils se sont rendus compte qu'il ne fallait pas parler de fiscalité écologique, mais il fallait parler d'incitation écologique maintenant. D'ailleurs, il y en a qui sont descendus dans la rue pour ça. Et donc, il y a un comité d'économie verte qui essaie de tout mettre en équation fiscale pour voir comment faire changer l'agriculture à marche forcée. Eh bien, moi, je préfère des démarches comme celles que vous expliquez, comme celles que nous portons, par exemple, sur les phytos avec le contrat de solution pour la protection des plantes, où on dit, nous, on veut évoluer, utiliser moins de phytos. Tous les agriculteurs aujourd'hui y aspirent. Mais il nous faut des solutions. Et le gros échec du Grenelle en 2007, c'est d'avoir dit, nous allons réduire l'usage des phytos de 50% en 10 ans. Facile à dire. Quand on a posé la question comment, on ne sait pas. On ne sait pas. Et on ne met pas de moyens. Donc ça a été un bide total. Oui. Il y a eu un Écophyto 2, version 2. Ça a également été un échec parce que le gouvernement d'après, qui avait recommencé, n'a pas non plus mis les moyens. Donc cette fois-ci, on ne veut pas se faire voir une troisième fois. On a dit le contrat de solution, c'est nous qui le portons, avec 42 organisations partenaires, dont certaines sont aussi dans votre philosophie et action. Là, on travaille tous ensemble. Et l'idée, c'est de dire qu'est-ce que la recherche nous apporte pour mieux travailler les sols et cultiver nos plantes, livrer des produits sains, loyaux, marchands et zéro défaut. C'est ce que veut le consommateur, mais le faire avec moins de chimie. Il nous faut des solutions, la recherche, la mécanique, la robotique, bref, le biocontrôle, tout ce qui existe autour de nous doit nous aider. Sinon, c'est l'agriculteur qui est accablé et le vilain sur qui on tire en disant « Ouh, il n'a pas réussi ». Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est, puisque vous parlez de la science, là on parle donc de l'INRA sans le nommer, d'abord, il ne faut pas oublier que c'est quand même l'INRA qui nous a amené là où on est au niveau agricole, donc bien et mal, mais bon, voilà. Mais ce n'est pas tellement de là que viennent la plupart des progrès que je constate, moi, sur les territoires. Ils viennent des producteurs eux-mêmes, et des groupes de producteurs, des groupes de paysans qui prennent leur boulot au sérieux et qui essayent d'avancer sur ces sujets-là. Et c'est ce qui est le plus remarquable, je trouve, dans le monde agricole aujourd'hui, c'est qu'il est porteur de ses propres solutions. Il est porteur de solutions qui demandent à être peut-être corroborées scientifiquement
par l'INRA, c'est sûr, pour nous aider à consolider tout ça. Mais on voit bien que ce rapport au vivant, là, c'est d'abord le rapport de ses propres acteurs. Et c'est ce qui me conforte le plus, qui me rend le plus confiant dans l'avenir, c'est que je m'aperçois chaque jour que la plupart des solutions viennent du sol et de ceux qui sont dessus et qui travaillent dessus et qui réfléchissent à l'avenir, qui sont des paysans. Et c'est vraiment... Enfin, ça, c'est la grosse surprise. Enfin, la grosse surprise en ce qui me concerne. C'est-à-dire, je ne pensais pas qu'on avait une dynamique aussi forte avec plein de petits réseaux, des CUMA, des GI2E, des groupes, des petites COP, partout, qui travaillent super bien, qui comprennent, qui expérimentent, qui font l'effort, quelquefois, de sacrifier, entre guillemets, une potentielle production sur une bande expérimentale, juste parce qu'ils ont eu l'intuition que quelque chose pouvait avancer de ce côté-là. Et la plupart du temps, quand ça marche, ils le partagent en open source, et on a besoin de ça aujourd'hui. Nous avons besoin de l'équivalent de ce qu'est Linux, mais en agronomie. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais 98% des serveurs Internet sur Terre sont opérés par un operating system qui s'appelle Linux. Est-ce que vous le saviez? 98%, c'est quasiment un monopole. Comment c'est possible? C'est possible parce que Linux appartient à tout le monde et n'appartient à personne. C'est de l'économie collaborative. Ça veut dire que cette base de travail est enrichie, amendée, censurée même quelquefois, par ses propres utilisateurs et en temps réel. Et que donc elle a subi des améliorations continues en efficacité depuis presque 3 décennies maintenant, enfin 2 en tout cas. Et c'est sur cette base-là que toutes les boîtes du digital font leur économie. Mais la base elle-même, elle est en open source et elle est absolument accessible à tout le monde. Nous avons besoin du Linux de l'agronomie planétaire. Nous avons besoin d'une base de données et d'une base de savoir qui soit ouverte à absolument tout le monde pour qu'on n'ait jamais à refaire 2 fois la même intervention ou résoudre 2 fois la même tâche. Nous avons un besoin de ça et il va falloir, on a tout le digital pour le faire aujourd'hui, il faut juste qu'on oublie un petit peu les rentes personnelles, les rentes de situation ou les différences concurrentielles au tout départ. Et c'est sur cette base-là, à mon sens, que l'agriculture mondiale pourra se développer à la bonne vitesse. Arnaud, vous m'avez dit tout à l'heure, quand on a préparé la table ronde, que vous aviez découvert que les financements pour cette transition et peut-être pour mettre en place cette plateforme dont vous parlez, les financements existent et ils sont importants. Nous savons tous ici que le problème, ce n'est pas la présence ou l'absence d'argent. Du pognon, il y en a trop. 80% de la finance mondiale est virtuelle. Donc, ce n'est pas le problème de la finance. Il y en a pléthore. Le problème, c'est de la mettre où il faut. C'est ça l'histoire. C'est comment on finance une transition de ce type-là. Et c'est vrai que je suis en train de constater, parce que je suis sollicité, nous sommes sollicités tout le temps, là en ce moment, par des tas de fonds qui se montent aujourd'hui, qui ont la prétention de financer la transition agroécologique. Tant mieux. Enfin, moi, ça me ravit, mais j'attends de voir comment ils passent à l'acte. Il y a une autre question qui est, je pense, vraiment intéressante, c'est l'échelle de temps et l'impression de décalage qu'on a quand on observe les politiques publiques, d'une part, les attentes de la société, d'autre part, et le temps agricole de la transition. Comment est-ce qu'on arrive, peut-être vous, Christiane Lambert, d'abord, comment est-ce qu'on arrive à résoudre cette équation du temps qui, finalement, ne satisfait personne? Alors, tous les jours, l'actualité nous montre qu'il y a un vrai décalage entre le temps politique et le temps scientifique. On pourrait citer plein d'exemples. J'ai un collègue, ancien président de phare, le Forum de l'agriculture raisonnée, respectueuse de l'environnement, qui m'a succédé, qui disait « Nous nous raisonnons au rythme des saisons, quand d'autres raisonnent au rythme des feux rouges. »
Et c'est vrai que le tout de suite, c'est quand même quelque chose qui caractérise notre société. L'immédiateté. Je le vois, je le veux. Je le vois, je le veux, tout de suite. Amazon livre à Paris en 2 heures chrono. Et bientôt, ça sera 1 heure chrono. Et n'oubliez pas le j'ai peur, je le veux plus. Voilà. Alors tout ça, de suite aussi. La vente de la peur et l'instrumentalisation de la peur, tous les sujets anxiogènes. Suffit parfois d'allumer sa télé. C'est entre les allergènes, les ci, les ça. On a eu depuis ce week-end, on a été nourris. Hein. Ah oui, c'est normal. Le salon de l'agriculture arrive. En général, il y a 3 ou 4 catastrophes annoncées histoire de bien vendre du papier. Nous, on est habitués, on appelle ça un marronnier, mais bon, bref, j'en dis pas trop. Je ne plaide pas coupable. Non, c'est pas vous, c'est pas vous. Juste le temps. Alors, oui, c'est vrai que la grande difficulté, c'est que même quand on se met en agriculture de conservation des sols, il faut du temps. Lorsqu'on parle d'allonger les rotations, et les agriculteurs qui le font, savent très bien que c'est au bout de plusieurs années que l'on voit les bienfaits. Aujourd'hui, des agriculteurs en région Centre-Val-de-Loire, dans des terres de zone intermédiaire, très caillouteuses, comme par exemple l'Indre ou l'Indre-et-Loire, disent que colza, blé, ça a fait du sol, du béton. Et ils le disent, et ils veulent lutter. Donc, il y a un vrai dilemme de l'agriculteur de faire le constat qu'il faut des changements et de savoir, en commençant, que pour l'opinion, ça n'ira jamais assez vite, et pour les observateurs, ça n'ira jamais assez vite. Et c'est des choses... Alors, c'est psychologique, hein, mais quand vous êtes en train de bosser pour faire des progrès, un peu, beaucoup, et qu'on vous harcèle en disant « Allez, plus vite, plus haut, plus fort », psychologiquement, c'est vachement difficile. Alors, j'ai entendu un mot tout à l'heure que j'ai noté, c'est que je vous avais dit, c'est moralement rémunérateur. Alors moi, j'adore être rémunéré moralement. Ça s'appelle la reconnaissance. Ça veut dire, laissez-nous travailler un peu avec du temps long. Bien sûr, on est capable de vous dire où est-ce qu'on en est. C'est-à-dire qu'on progresse. On a des indicateurs qui permettent de dire, regardez, mon pH, il a évolué de temps. Bon, le pH, ça peut évoluer, mais ça prend du temps, hein, là aussi. Bien sûr, oui. Et puis, les politiques... Et le redox aussi, et les arbres, ça pousse pas vite, et voilà. Et les politiques qui ont... et on l'a vu, alors, avec le glyphosate, on va quand même en dire 2 mots, on a vu l'injonction tout de suite... qui est quand même extrêmement compliqué. L'Europe a réhomologué le glyphosate pour 5 ans. Notre président de la République, le soir même, 2 heures après, a dit « Eh bien moi, je le ferai en 2 ans ». Alors déjà, pour un président de la République pro-européen, dire « L'Europe se trompe, moi je vais faire différemment », si c'est dangereux, autant l'interdire tout de suite. Hein. Non, si c'est dangereux, autant l'interdire tout de suite. Et là, c'est le temps surtout politique. Comment, quoi. Voilà. Voilà. Alors, quand l'INRA nous dit, et là, c'est l'INRA plus l'Institut technique qui disent, le 22 juin, avec 2 ministres en face de nous, Hulot et Travers, les ministres de l'époque de la transition écologique et solidaire et de l'agriculture, il y a 5 impasses, grosso modo, vis-à-vis du glyphosate, il y a 5 impasses qu'on ne résoudra pas. 1, l'agriculture de conservation des sols, parce qu'il faut quand même dire que l'agriculture de conservation des sols, elle a besoin du glyphosate. Bien sûr, parce qu'elle ne veut pas retourner la terre pour désherber. Comme vous l'avez très bien expliqué chez Demorand, le jour où je me suis fait incendier et vous porté au nu, vous avez expliqué la dégradation de la molécule du glyphosate. Alors, c'est toujours vous qui êtes plébiscité et moi qui me fais chahuter. 2, les vignes et les vergers en pente, besoin de glyphosate, sinon ce sont des hommes qui traitent à dos d'homme ou alors petit tracteur, mais il y a des accidents. Les noix, les noisettes, parce qu'il faut un sol parfait. On avance là-dessus. Zéro. Oui, je sais, j'ai rencontré Coquille, on avance. Mais donc les noix, les noisettes, à ce jour, il n'y a pas de solution parce qu'il faut un sol nickel-chrome pour pouvoir récolter, y compris toutes les petites noisettes. 4, les légumes d'industrie. Parce que si vous trouvez 2-3 mauvaises herbes dans votre boîte de petits pois, une fois ça va, mais chaque jour ça va être pénible quand même. Et en tout cas, aujourd'hui, la ménagère de 20 ans ou de 50 ans n'aime pas trouver des mauvaises herbes dans ses boîtes de légumes ou dans ses sachets congelés. Et puis dernier, c'est les semences. Parce que nos semences doivent être pures et livrées pures. Il y a ici, on est dans un grand département de producteurs de semences. On sait très bien que quand on a un taux d'impureté trop élevé, eh bien les semences sont déclassées et ne sont pas commercialisées. Donc l'INRA dit, sur ces 5 sujets, on a des impasses. Donc, au moins, acceptons que sur ces sujets, on ait des adaptations. Mais déjà, on pourrait considérer que ce ne sont pas des impasses, mais des pistes de réflexion prioritaires, par exemple. Donc, c'est là qu'il faut justement financer la transition. C'est-à-dire que c'est là que la R&D devient absolument nécessaire, la recherche et développement. Et il faut absolument
permettre à un nombre de plus en plus important de paysans qui veulent d'expérimenter des nouveaux itinéraires techniques qui permettent justement de se sortir de ces impasses-là. Et il y en a. Et on voit bien que jusqu'à maintenant, on n'était pas focalisé là-dessus, mais si on se focalise là-dessus, ça va aller très vite. Mais le fait de dire il faut interdire d'abord avant d'obtenir nos résultats, c'est pas la bonne incitation, c'est même vraiment contre-productif. Et de fait, si on interdit cette molécule-là, je vous fiche mon billet, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que le glyphosate, vous savez que c'est dans le domaine public depuis déjà des années. Donc, c'est pas Monsanto qui gagne sa vie avec le glyphosate aujourd'hui. C'est plutôt des industriels chinois. Voilà. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer si on interdit le glyphosate ? C'est pas compliqué. Hein. Monsanto, hier, va nous sortir la nouvelle molécule qui va être parfaite. Celle-là, elle va être un peu plus chère, ça, elle va faire mal, ça c'est sûr, voilà, parce que il faut bien payer le progrès, et puis on va se retrouver avec le même problème, c'est-à-dire comme on n'aura pas la pharmacovigilance dessus, on ne saura pas vraiment si dans 10 ans on ne va pas nous expliquer que la nouvelle molécule, elle est aussi cancérigène que l'ancienne, ou c'est pas la bonne façon, pour moi, hein, et pour beaucoup d'entre nous, et pour beaucoup de producteurs. La bonne façon, c'est justement de s'imaginer dans une trajectoire de progrès en maîtrisant de mieux en mieux les couverts, en maîtrisant de mieux en mieux les récoltes et les façons de récolter. Par exemple, chez nos amis arboriculteurs, là, il se passe plein de trucs techniques qui sont très intéressants et qui permettent d'imaginer qu'à un moment donné, on pourra quand même se passer de faire ce billard général sous les arbres. Et parmi les solutions, puisqu'effectivement vous parlez de l'arboriculture, il y en a beaucoup dans notre département, il y a plusieurs façons de faire. Il y a d'abord les couverts herbeux qu'on fauche. Oui, absolument. Il y a aussi, et donc là, la robotique va nous aider parce que c'est quand même, il faut le faire souvent. Et on a chiffré, là vous parliez tout à l'heure d'étudier l'impact, désherber ces vergers au glyphosate, c'est 30 € hectare. Désherber mécaniquement ou avec d'autres procédés, c'est 300 € hectare. Est-ce que l'arboriculteur vendra ses pommes plus chères ? Non, mais la réponse est non. Mais par contre, parce que maintenant je vous vois venir et je vous connais, quelles sont les aménités positives d'avoir ces herbes-là ? Oui, elles existent. Et le temps de transition pour pouvoir avoir les bénéfices d'eux, ça ne peut pas être seulement sur les épaules financières de l'agriculteur. Voilà pourquoi le temps de transition. Et puis quand même, extrapolons à d'autres domaines. Ce gouvernement, quand il est arrivé, avait dit le nucléaire, on baisse de 70 à 50, toc, horizon 2000, je ne sais plus, 35, je ne me rappelle plus. C'est Nicolas Hulot lui-même qui a dit ça ne sera pas possible, on se donne un délai supplémentaire. Nicolas Hulot, lui aussi ministre, a dit la fin du moteur thermique. Il faut en finir avec le moteur thermique, c'est trop polluant. Il a donné un horizon 2040. Donc pour la voiture, on met un horizon très loin, 23 ans. Et pour les phytos, il faudrait que ce soit demain matin. C'est comme si on disait fin des médicaments demain matin. C'est pas possible. Donc il faut améliorer les connaissances, les pratiques. Et chaque fois qu'on peut s'en passer, c'est, je crois, l'état d'esprit des agriculteurs aujourd'hui. Mais par contre, il faut reconnaître, et c'est ce qu'a fait l'INRA, et c'est ce que vous faites aujourd'hui avec beaucoup de pragmatisme, et il en faut sur ce sujet, parfois, le remède sera pire que le mal. Ah, donc, et c'est vrai que là, le politique a un audimat, des sondages, c'est la et a différence, envie de faire hein, plaisir. Vous n'en avez pas, moi non plus. Comment ? Vous n'en avez pas, moi non plus. Non, nous, on veut des objectifs, on veut des résultats, c'est ça qu'on cherche. Vous aussi, c'est pareil, on n'appelle pas les suffrages des gens dans 3 mois, dans 4 mois, dans 2 ans, et donc c'est pas le sujet. Mais ce qui serait important, c'est que la plupart d'entre nous aujourd'hui soient capables justement de jauger ces résultats une fois qu'ils sortent, quoi. Et même si ce sont des petites avancées, le fait de tenir tout le monde au courant qu'on a des avancées, c'est quand même très important. Alors par contre, c'est vrai aussi que longtemps, certains ont pensé que c'était une vague et que ça allait passer. Moi, je crois qu'il faut aujourd'hui dire,
il y a une tendance lourde, très lourde, pour moins de chimie. Ah oui, c'est non, vrai mais là, pour notre alimentation. Oui, oui. Ah oui, non, mais il est clair qu'on doit aller vers la sortie de la chimie. Hein. Ça, c'est... je suis désolé, mais ça, c'est pas négociable. Et c'est comme ça. Mais on va y arriver. Mais simplement, on ne pourra plus se permettre la chimie, notamment la chimie du pétrole, hein, très très vite, quoi. Enfin, c'est clair. Il faut arrêter avec ça. Après, il y a la chimie verte, après, il y a la bio... Enfin, il y a le biocontrôle, comme on dit. Enfin, tout ça, ça mérite d'être évalué au regard des objectifs qu'on veut atteindre. C'est tout. Et il faut faire attention parfois que les mots employés ne soient pas bloquants. Moi, quand j'entends certaines ministresses en ce moment parler pour un monde zéro déchet. Ouais. Pour un monde zéro déchet. Brune Poisson, secrétaire d'État à l'écologie. Franchement, regardez comment nous vivons. Est-ce que vous pouvez envisager demain, dans votre maison, d'avoir zéro déchet? On a déjà beaucoup réduit depuis que tous nous trions nos déchets. Enfin, presque tous, mettons. Mais on n'arrivera pas à zéro déchet. Il y aura quand même toujours quelque part des emballages. Certains seront biodégradables et issus de la chimie verte agricole, mais il y en aura toujours. Donc si on dit zéro chimie ou zéro pesticide, je pense que c'est aussi tromper des gens. Et certains secteurs en ont fait les frais. Regardez ce qui s'est passé dans le Bordelais. Il y a eu un problème avec Divine Bio traité au moment de la récréation des enfants malades, etc. Hop, branle-bas de combat, le CIVB, le Centre interprofessionnel des vins de Bordeaux, dire on va aller vers zéro pesticide. Et là, ils sont pris un revers parce que l'opinion le voulait tout de suite. Or, c'est pas possible de faire zéro pesticide en vigne demain matin. Et donc, ils ont... C'est possible, on va plus boire pareil. Hein. Pardon ? Je dis c'est possible, mais on va plus boire pareil. Non. Il y aura des années où on ne boira pas. On n'aura plus de pinard. Donc, bon. Et donc, aujourd'hui, ils essayent d'expliquer zéro résidu. Ils essayent de dire c'était un mot pour inciter tout le monde à y aller. Moi, je connais la population agricole. Il y a parfois des slogans qui ont heurté. Donc, faisons attention à ces injonctions difficiles à atteindre. Moins de chimie, oui. Zéro chimie, non. C'est comme si on disait zéro médicament. Je crois que, vous savez, quand nos enfants... À un moment donné, on aura la capacité, je pense, parce que je le vois arriver. Recherche plus. Oui, mais on aura la capacité, puis ça va venir par filière, tout simplement, par itinéraire technique. Il y a déjà pas mal, et je trouve ça super encourageant, d'itinéraires techniques, même en grande culture, qui peuvent se passer de chimie. Tant mieux, parce que ce contexte pédoclimatique-là et l'histoire de ces exploitations-là le permet, mais c'est un signe qui montre que c'est possible. Et je pense que c'est souhaitable à terme. En faire une obligation, c'est une connerie, on est tout à fait d'accord. La seule obligation qu'on a à se mettre sous le nez, c'est les objectifs qu'on veut atteindre, encore une fois. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Est-ce que je peux peut-être vous poser la question ? Ce que vous dites l'un et l'autre, c'est ce que vous savez du terrain, de la réalité des choses, et ce qu'on peut vous opposer, c'est ce que le public en comprend, c'est ce que les consommateurs en comprennent. Que savent-ils exactement de la manière dont on produit leur nourriture et comment est-ce qu'on peut à un moment les ramener dans la boucle pour qu'ils comprennent qu'on peut avoir des pensées magiques, mais sur le terrain, ça ne marche pas. Comment est-ce qu'on renoue tous ces liens qui se sont distendus, les générations... Là-dessus, avec Christiane, on est parfaitement raccord, quoi. Mais décidément, vous êtes raccord sur tout. Oui, on est d'accord sur pas mal de trucs. Ouais. Mais bon, peut-être pas sur l'histoire de notre agriculture, où là, on aurait peut-être des désaccords, mais on s'en fout. Ça. On n'est pas là pour regarder dans le rétro. Mais simplement, ce qui me semble important aujourd'hui, c'est de reconnecter un petit peu tout le monde. Cette réconciliation avec le vivant dont je parle, elle ne nous épargne pas. On a besoin de se réconcilier aussi. C'est trop facile d'opposer des groupes de gens. On le voit bien aujourd'hui dans la rue, tous les samedis. C'est tellement plus facile de faire en sorte que les gens se querellent plutôt qu'ils travaillent ensemble dans un but donné. Et c'est culturellement que se fait la différence, c'est-à-dire nous avons un besoin d'acculturation générale. À mon petit niveau, c'est ce que j'essaye de faire dans mes interventions sur les radios nationales, par exemple, quand j'y suis convié.
Parce qu'il me semble que quand on a la chance de pouvoir s'adresser à plusieurs personnes, ou quelquefois à des centaines de milliers de personnes, eh bien, on peut avoir quand même le souci d'essayer de faire monter le niveau général plutôt que de se servir de cet auditoire pour faire passer des idées un peu nauséabondes ou querelleuses. Donc il me semble que notre boulot aujourd'hui, que ce soit à la FNSEA ou chez nous à l'agriculture du vivant, c'est d'abord d'obtenir cette reconnexion et cette réconciliation. On est tous dans une santé unique. Et je le redis encore une fois, la santé de nos sols, celle de nos plantes, de nos arbres, des êtres vivants qui sont dessus et de nos territoires, c'est la même. Voilà. Donc on est tous dans le même putain de bateau, quoi. Il faut le comprendre. Alors, qu'est-ce que connaît l'opinion, qu'est-ce que connaissent les Français de l'agriculture? On se rend compte que beaucoup avouent connaître très peu. Je ne sais pas, ici on est dans les Mauges, on est à Beaupro, on est entouré d'agriculture, on est dans le milieu rural. Les gens qui sont ici, s'ils ne sont pas agriculteurs, voient des vaches dans les prés, voient des tracteurs qui labourent, qui font du foin, qui font de l'ensilage, qui font des récoltes, etc. Mais le degré de méconnaissance, il est extrêmement fort. Et je crois qu'il ne faut pas en vouloir aux gens qui ne connaissent pas. Moi, je ne leur en veux pas. Par contre, on est, nous, aujourd'hui, extrêmement désireux de mieux faire connaître notre métier. Et il faut vraiment que ce soit les agriculteurs qui en parlent, parce que la parole de l'agriculteur, elle est sincère et elle est crédible. Et pourquoi aujourd'hui les agriculteurs s'emparent autant des réseaux sociaux pour expliquer qui leurs vers de terre, on voit plein de vers de terre sur Twitter ou sur Facebook aujourd'hui, qui leurs animaux, qui, etc. Parce qu'il n'y a pas de filtre. C'est-à-dire que très souvent, ce que n'aiment pas les agriculteurs ou ce qui les blesse, c'est que ce sont les choses exceptionnelles en hyper positif ou en hyper négatif qui sont montrées. Enfin, deux smicards heureux au journal de 20 heures en ouverture, ça n'existe pas. Voilà, ni chez Pujadas à l'époque, ni chez Lapix, ni chez... Voilà, les belles histoires, enfin, les trains qui arrivent à l'heure, ça n'intéresse pas un certain nombre de leaders. Je termine. Oui. Et donc, le salon de l'agriculture approchant, on voit bien que de plus en plus, c'est pas seulement des jolies hôtesses ou des beaux cuisiniers, c'est de plus en plus des agriculteurs, des vrais, qui sont sur les stands et qui expliquent leur métier. Et je peux vous dire que les agriculteurs ont une énorme envie d'expliquer ce qu'ils font et comment ils le font. Jamais ils ont eu autant envie de communiquer. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui a marqué l'opinion? Qu'est-ce qui marque les Français? Ce sont des images trash volées dans des élevages, volées dans des abattoirs, volées ici ou là, qui ont façonné un esprit. Et je discutais à la galette du club de handball de ma fille avec le président. À Noël, sa nièce, 14 ans, dit « Ah, je ne mange pas de viande, je ne mange plus de viande. »« Ah non, depuis que j'ai vu les vidéos, je ne mange plus de viande. »« Mais tu es déjà allé dans un élevage ?»« Ah non, mais ce que j'ai vu à la télé, c'est fini. » Donc voilà, c'est-à-dire que le but est atteint. Ces associations dont le but est l'arrêt de l'élevage, clairement, pas le bien-être animal. On parle de L214 entre pour que autres, ce soit mais il y a pire clair, ailleurs. Entre autres, mais il y en a qui sont pires. Et qui se sont fait connaître pour ça, c'est de dire, pour arrêter l'élevage, il faut choquer, il faut montrer ce qui ne va pas. Alors, loin de moi l'idée de dire que tout va bien. C'est-à-dire qu'il faut évoluer aussi pour les sols, il faut évoluer aussi sur le bien-être animal, la façon dont on élève nos animaux, avec les connaissances d'aujourd'hui et les techniques d'aujourd'hui qui permettent de mieux loger nos animaux dans des bâtiments plus actuels, plus récents, etc. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire, dans les nouveaux élevages, le bien-être animal est pris en compte. Dans les bâtiments d'il y a 20 ans, il n'était pas pris en compte. Si on n'a pas de rentabilité, qu'on ne peut pas refaire des nouveaux bâtiments, nos animaux seront moins heureux. Si on est flingué tous les jours et que nos filières se cassent la figure, on ne pourra pas renouveler nos bâtiments et nos animaux seront plus malheureux qu'avant. Donc, je le dis aussi parce que parfois, ceux qui cassent l'image de l'élevage ne rendent pas service pour qu'on puisse justement améliorer les choses. Donc, nous, on a besoin de dire comment est l'élevage réellement en France. Savez-vous la taille moyenne d'un élevage laitier en France? Combien de vaches dans un élevage laitier moyen français? 62. Donc, voilà, élevage. Et ici, en Maine-et-Loire, c'est un petit peu plus, légèrement plus, mais il y a 1,7 actifs
C'est-à-dire qu'il y a un peu plus d'une personne et un 0,7 de temps qui travaillent dans cette exploitation-là. C'est pareil pour les vaches allaitantes. Donc on n'est pas sur des tailles à 2000, 3000, 6000, comme on peut les voir dans d'autres pays. La Pologne, entre autres, qui nous envoie sa viande. L'Amérique du Sud, où se développe l'agriculture. Et le problème du moment, enfin, ce que nous regrettons vraiment, et je pense qu'on sera d'accord là-dessus, c'est que, à force que l'agriculture française est quand même extrêmement stigmatisée, critiquée, ça peut décourager certains jeunes de venir. Dans les écoles d'agriculture, ils le disent. Ça peut décourager des jeunes qui avaient prévu de s'installer, ça décourage les agriculteurs, et on pourrait perdre l'agriculture à la française. Alors on mangera toujours, hein. Les produits viendront d'ailleurs, mais ils seront faits dans des conditions de production qui n'ont rien à voir avec ce que nous faisons chez nous. Donc nous, on a dit, n'importons pas l'agriculture que nous ne voulons pas chez nous, c'est-à-dire n'importons pas cette agriculture XXL qu'on a en Amérique du Sud, en Amérique ou en Pologne ou ailleurs, parce qu'on a en France une agriculture qui est mieux connectée à l'attente des Français d'aujourd'hui. Mais que les Français qui nous aiment aussi par l'acte d'achat des produits français. Et voilà une clé, mais rassurez-vous, enfin, si besoin était... Rassurez-vous, ils nous aiment. Oui, mais rassurez-vous, il y a aussi de plus en plus de gens qui ont envie, et qui le font d'ailleurs. Et d'ailleurs, ça pose quelques difficultés dont on pourrait parler aussi, hein, notamment sur l'accès au foncier. Donc, vous savez que c'est un vrai sujet là aujourd'hui. Et c'est d'autant plus un vrai sujet qu'on a de plus en plus de jeunes gens qui, encouragés peut-être aussi par le fait qu'on est quelques-uns à leur dire que paysan, c'est un vrai métier d'avenir, contrairement à ce qu'ils ont pu entendre. Paysan, c'est un métier d'avenir, et donc voilà, il faut que notre jeunesse le sache. On manque d'humains dans l'agriculture, on manque d'humus aussi un peu, et on a manqué pendant très longtemps d'humilité. Et donc c'est les trois humes qu'on souhaite voir revenir dans nos campagnes aujourd'hui. L'humain, parce qu'on a quand même perdu 80% de la population rurale en moins de 100 ans, c'est énorme. L'humus, parce qu'on a perdu un taux de matière organique quand même assez important aussi. Et l'humilité, parce qu'on pourrait être reconnaissant aux vivants quand même pour regarder comment ils fonctionnent, avant de penser faire plus et mieux que la nature en soi. Voilà. Donc ça, c'est peut-être ma conclusion pour ce débat.